Bonjour à tous, je suis Linda Zinis. Ayant moi-même recherché le bonheur pendant de nombreuses années sans vraiment le trouver, car trop occupée à le chercher à l'extérieur et dans les normes de la société, j'ai créé ce podcast pour vous y conduire en vous donnant les clés fondamentales pour apprendre à vous connaître et vous aider à prendre action sur le chemin de votre bonheur. Si vous me connaissez maintenant et que vous avez écouté les précédents podcasts, vous savez à quel point les croyances sont déterminantes dans votre quotidien. Les croyances régissent vos pensées qui, elles, régissent vos comportements et vos actions. Donc, en fonction de ce que vous croyez, vous avez des comportements qui sont en adéquation avec celles-ci. Dans les relations amoureuses, ça peut se traduire notamment par, imaginons, si j'ai la croyance que je ne mérite pas d'être aimée, que je n'ai pas de valeur, que j'ai du mal moi-même à m'estimer, donc j'ai du mal à penser et à croire que quelqu'un peut le faire. Je vais avoir tendance à confirmer cette croyance et donc à me diriger vers des hommes qui vont pas me respecter et qui vont avoir tendance à me dévaloriser pour qui je suis et justement confirmer que je ne mérite pas d'être aimée. Et si, comme on le voit, c'est très spécifique aux relations amoureuses, mais il faut savoir que les croyances, elles régissent tout notre quotidien et tous les domaines de notre vie. Vous pouvez avoir des croyances concernant l'argent, concernant votre famille, concernant vos capacités, concernant tout votre quotidien en fait. Mais bon, là la thématique, c'est l'amour, donc restons concentrés sur cette thématique. Mais il faut savoir que si vous changez vos croyances, vous pouvez réussir à accéder et à accomplir tout ce que vous souhaitez. Ces 5 croyances qui vous empêchent d'être heureux en couple, elles proviennent d'un livre qui s'appelle les 5 croyances qui vous empêchent d'être heureux en couple, qui a été écrit par Camille Rocher, qui est psychothérapeute et spécialiste du couple. Alors voyons ensemble quelles sont ces croyances qui vous empêchent de vous épanouir et de construire une relation qui vous épanouit et qui est durable. La première, c'est celle-ci. C'est le mythe de la bonne personne. C'est la croyance profonde que la personne doit être parfaite pour vous et qu'elle va combler entièrement tous vos besoins, qu'elle est faite pour vous correspondre à 100%. Cette croyance, on a tendance à l'avoir notamment lorsqu'on a de la dépendance affective, car on va attribuer, on va dire, notre couple comme l'accomplissement ultime de notre identité à nous, propre, mais aussi comme l'accomplissement ultime de notre vie. En fait, on va mettre tout notre intérêt, toute l'importance dans notre couple. Si je dois être heureuse, il faut que mon couple soit parfait. Il faut que ça se passe hyper bien. Parce que l'entièreté de mon bonheur est déterminée par mon couple. Si ça va bien avec la personne que j'aime, si elle m'aime en retour, que notre couple est solide, que notre couple est bien, c'est ce qui va me permettre d'être heureuse. Le problème étant que ça crée énormément d'attentes. Et donc, qui dit attente dit énormément de déception parce que la personne n'est pas parfaite, la personne n'est pas sans défaut et elle n'est pas créée, elle n'est pas née pour nous correspondre à 100%. Elle vient avec son bagage émotionnel de vie, elle vient avec ses défauts et on oublie parfois que le couple est synonyme aussi d'évolution personnelle. C'est-à-dire qu'à travers le couple, c'est un endroit en fait qui va nous permettre d'évoluer énormément sur nous parce qu'on va aussi évoluer avec l'autre, se construire avec l'autre et donc par conséquent, attendre que dès qu'on rencontre une personne, elle doit être 100% parfaite, 100% évoluée entre guillemets et elle est là entre guillemets juste pour nous attendre parce qu'elle nous correspond à 100% est utopique. Nous ne sommes pas dans les Playmobil et donc nous décidons pas absolument chaque centimètre de son caractère, de son physique pour qu'il corresponde à nos simples envies et besoins. Si je vous donne un exemple même dans mon propre couple, lorsque j'ai rencontré mon conjoint avec qui je vis depuis maintenant 10 ans, lorsqu'on s'est rencontrés, je lui reprochais un manque d'empathie. J'avais l'impression qu'il ne savait pas se mettre à la place des autres et aussi qu'il ne savait pas se mettre à ma place. Et donc comprendre qu'est-ce qui me blessait, qu'est-ce qui me dérangeait et donc ça crée énormément de conflits parce que du coup, beaucoup d'incompréhension et beaucoup de problèmes de communication. Moi, il me reprochait au contraire, par exemple, d'être trop émotionnelle, d'être énormément réactive, d'être énormément impulsive et donc de pas avoir beaucoup de rationalité et d'avoir du mal en fait à voir les événements tels qu'ils étaient, c'est-à-dire neutres. Et j'ai appris à le faire du même titre que lui a développé cette empathie. Nous avons gardé nos bases. Je suis naturellement empathique et ça ne partira pas. Il est naturellement rationnel et donc il arrive à beaucoup plus gérer ses émotions. Ça fait partie de lui. Cependant,
notre couple nous a permis de lui développer son empathie et de moi développer ma gestion émotionnelle et donc développer aussi ma rationalisation des faits. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus capable de voir dans les événements du quotidien, les événements, même ses comportements, les comportements des autres, mais de lui aussi en particulier, de manière neutre, de manière comme ils sont faits, c'est-à-dire de manière objective, de ne pas attribuer ce qu'il fait entièrement à ma simple perception et ma simple émotion. Et ça nous a permis de du coup évoluer séparément parce que c'est un atout, mais également évoluer ensemble et dans notre construction du couple. Plus nous évoluons ensemble, plus finalement on arrive dans un couple à se correspondre et à matcher de plus en plus. Alors comment savoir si toi tu te sens concerné par ce mythe de la bonne personne ? Eh bien ça se traduit particulièrement lorsqu'on a tendance à se poser beaucoup trop la question de est-ce que c'est la bonne personne ? Si tu te retrouves dans ton couple et que à chaque fois que tu observes un petit défaut, quelque chose qui te dérange ou qu'il y a un conflit, tu remets tout en question et tu te demandes à chaque fois mais est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce que c'est celle avec qui je dois finir ma vie ? Est-ce qu'elle est faite pour moi ? Etc. etc. Et donc ces questionnements proviennent sûrement de cette croyance que cette personne doit être parfaite, qu'elle doit te correspondre à 100%, sinon vous ne serez pas heureux en couple. Comme je l'ai énoncé précédemment, et ce qui est dit aussi dans le livre, c'est que beaucoup de personnes en fait qui ont cette croyance se voient beaucoup qu'à travers ce couple-là. Et donc misent énormément qu'à travers le couple, et donc il faut qu'il soit parfait, idéal entre guillemets selon notre pensée, pour qu'on se sente bien, en sécurité et heureux. Le problème il est là, c'est que je n'ai tellement pas confiance en moi que je ne vis qu'à travers l'autre. Et donc ce trop plein d'attentes fait que c'est trop idéal pour que ça se passe bien et que je puisse accepter ces défauts et les conflits et que j'accepte que ce soit normal. Et donc la solution à tout ça, finalement, c'est de se recentrer sur soi et de se dire ok, est-ce que moi je suis bien pour cette personne ? Est-ce que moi j'évolue ? Comment je fais pour me recentrer sur moi, me dire aussi qu'est-ce que j'aime ? Comment je fais pour me créer d'autres objectifs dans la vie autres que mon couple ? Comment je fais pour m'épanouir aussi autrement pour que je délaisse un peu ce focus sans cesse sur ma relation amoureuse. La deuxième croyance est que les opposés s'attirent. Alors, ce que l'auteur a énoncé dans ce cas-là précisément, c'est lorsqu'on va être attiré par des personnes qui sont complètement de culture opposée à la nôtre, qui ont grandi, qui ont vécu vraiment de manière opposée à nous, que ce soit culturellement, religieusement ou autre. Elle explique que beaucoup, lorsqu'on est attiré par l'opposé de nous, c'est pour quelque part s'individualiser et s'extraire de notre condition familiale, de se dire quelque part, je m'affirme moi en tant qu'individu différente de ma famille et donc je n'ai pas besoin de suivre entre guillemets les normes familiales dans lesquelles j'ai grandi. Ce qu'elle va exprimer, c'est qu'il y a deux axes dans un couple. Le premier axe est horizontal, donc ça va être tout ce qui est quotidien. À quelle heure on rentre, qu'est-ce qu'on mange, quelles sont nos habitudes le soir, le matin. Et le deuxième axe, c'est l'axe vertical. L'axe vertical, il correspond à la manière dont on veut vivre, combien d'enfants on veut avoir, nos idéaux politiques. Et en fait, tout ça va permettre que peu importe ce qui peut se passer dans cet axe horizontal du quotidien, parce que le quotidien n'est pas toujours tout rose, parce qu'il peut y avoir des périodes où ça va moins bien et d'autres où ça va beaucoup mieux dans le couple, et tout ça c'est normal. Donc ça veut dire que peu importe horizontalement, entre guillemets, ça peut ne pas aller, quoi qu'il arrive, on va se retrouver dans cet axe vertical. Ce qu'elle a observé à travers ses thérapies de couple et ce que j'observe aussi en coaching, c'est que lorsque cet axe vertical est beaucoup trop différent, il va arriver à un moment donné où les différences culturelles, religieuses, les idéaux politiques vont se confronter et il va y avoir beaucoup trop de conflits parce qu'il va y avoir nécessairement en fait une trop grande incompréhension. Pas parce que l'autre ne veut pas comprendre l'autre, mais parce qu'en fait, ça n'apparaît même pas comme possible lorsqu'on n'a pas grandi avec une certaine culture, par exemple. Si je fais rencontrer, je dirais, une personne de l'Est, une Russe, avec un Africain, il va y avoir de propres différences culturelles parce que les normes ne sont pas pareilles. Les sourires, les gestes, la manière d'exprimer son amour est complètement opposée. Et donc, en fait, le fait
que deux personnes soient différentes, alors là j'ai pris des opposés pour que ce soit très compréhensible et que ce soit un peu extrême, mais le fait que chacun ait vécu complètement différemment, ça va être beaucoup plus compliqué de se mettre à la place de l'autre et de comprendre la culture de l'autre. Même si on peut le comprendre en le mentalisant, en fait on va avoir du mal à être différemment parce que quelque part notre culture est ancrée en nous. Donc cet axe vertical est celui-ci. Si nous sommes trop différents, et ça peut être aussi, je l'ai beaucoup observé notamment dans le coaching, lorsque on a deux religions différentes et lorsqu'il y a une des personnes où la pratique religieuse est hyper importante et elle fait partie considérablement du quotidien, et ben pour l'autre, ça peut être déstabilisant. Pour la personne qui pratique aussi, parce qu'elle va pas se sentir soutenue. En fait, ça va créer beaucoup d'incompréhension et donc cet axe vertical est énormément important et ça peut se refléter aussi, par exemple, dans le nombre d'enfants. Si une personne ne veut pas d'enfants et que l'autre en veut, le fait de rester ensemble, à un moment donné, ça va se heurter. Vous allez vous heurter en fait face à face parce que forcément, il y en a un qui doit se sacrifier pour satisfaire l'autre et on n'est pas né, entre guillemets, l'humain n'est pas fait pour se sacrifier et être heureux. C'est deux choses qui sont totalement opposées et elles ne peuvent pas aller ensemble. La troisième croyance, c'est celle-ci, c'est l'amour est égal passion. Alors ça, je l'entends énormément. Notamment beaucoup de personnes qui sont amoureuses de l'amour, qui vivent l'amour comme quelque chose de très fort, de très intense, qui se disent que l'amour, c'est des papillons dans le ventre et ce n'est que ça. Alors qu'en réalité, bon, on nous l'a vendu comme ça. Malheureusement, la vraie vie est bien différente. Je suis consciente que bien sûr au cinéma, ça fasse plus joli et ça vende beaucoup plus du rêve. Alors que dans la réalité, on se rend bien compte que l'amour, c'est beaucoup plus de la construction, de l'engagement, mais beaucoup de travail également. Et que ça ressemble moins à quelque chose de festif et passionnel et plus à un travail de fond où on doit faire des efforts pour être épanoui et serein. Et finalement, c'est ça l'amour, c'est quand on arrive à prendre du plaisir et à aimer, apprécier et vivre avec l'autre, et pas lorsque c'est tout feu tout flamme, un jour oui, un jour non, que c'est hyper intense, que c'est l'amour faux et vous n'êtes qu'une et même personne. Alors ce qu'on observe souvent, c'est qu'au début, c'est très souvent ça. C'est lorsqu'on vient de rencontrer une personne, c'est très passionnel finalement parce qu'elle est nouvelle dans notre vie et ce qui est nouveau nous provoque énormément d'émotions. Le souci, c'est que forcément, l'être humain est fait pour s'adapter, et ça peu importe les conditions, peu importe l'environnement. Et donc, il y a une adaptation qui se fait, et émotionnelle aussi, et la vie du quotidien aussi prend le dessus. L'erreur ici, c'est de se dire, ok, si le quotidien prend place dans notre relation, nous sommes plus faits pour être ensemble, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Or, c'est totalement faux. C'est que vous êtes place finalement au vrai amour qui est je reste avec la personne parce que je pense qu'elle est faite pour moi, parce que je l'aime et parce que j'ai envie de construire surtout quelque chose avec elle. Et pas juste parce que j'ai des papillons dans le ventre, ce qui est finalement un peu superficiel. Je m'engage dans cette relation parce que je veux construire, je veux être à ses côtés. Et c'est un engagement l'amour. On est bien à deux. Et donc la solution ici, c'est de faire le deuil sur le fait que l'amour-passion n'existe pas. C'est-à-dire on ne peut pas rester pendant 20 ans, 50 ans, à vie, avec l'amour-passion. C'est parce que c'est pas le vrai amour. Le vrai amour, c'est une construction et c'est normal que le quotidien prenne le dessus. C'est normal qu'il y ait des bas. C'est normal que des fois, ce soit moins fun. C'est normal que des fois, qu'il y ait moins d'attraction. Cependant, en fait, il y a l'équilibre à avoir. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ce qui est important aussi, c'est de ne pas laisser trop le quotidien prendre le dessus. Donc, pourquoi pas organiser de temps en temps, je dirais une fois par mois, un moment privilégié à deux où vous vous retrouvez pour reconnecter ensemble et du coup faire revivre cette passion. Tout en acceptant aussi que la semaine d'après, le jour de semaine, il y ait moins de passion parce que c'est normal et quand vous allez en fait comprendre et accepter cette réalité, vous allez voir vous-même dans votre tête, vous allez vous sentir beaucoup plus en paix et beaucoup plus serein parce que finalement, l'amour et la relation de couple, c'est aussi un gage de sécurité. C'est de se dire, ok, peu importe si on a des blancs dans notre discussion, peu importe si je ne te dis pas je t'aime toutes les 2 secondes, peu importe si je ne ressens rien toutes les 2 secondes, tu vas rester là en fait, auprès de moi. Et je sais que quoi qu'il arrive, tu veux être avec moi et qu'on va construire quelque chose ensemble. Il y a un engagement, c'est un choix. La 4e croyance qui est énoncée, c'est l'amour, c'est sauver l'autre.
C'est ma relation. Lorsque j'aime, je suis là pour sortir cette personne de la difficulté, de ses épreuves, de ses émotions, de ses blessures. Alors c'est très relié au syndrome du sauveur. Je vous invite à écouter le podcast que j'ai fait intégralement sur le sujet. Vous aurez beaucoup plus d'informations et ce sera beaucoup plus complet. Mais bien évidemment, c'est les personnes qui ont le syndrome du sauveur et qui s'engagent dans une relation pour sauver l'autre, parce que c'est un peu pour s'aimer soi en fait. Je ne suis jamais à la hauteur pour être aimée et je vais confirmer ça en allant dans des relations où je dois tout donner pour être aimée. J'ai l'impression que je dois tout donner, que je dois sauver l'autre pour ressentir que l'autre m'aime en retour. Parce que j'ai ce sentiment d'être indispensable et ça me procure quelque part une sécurité intérieure. Le couple n'est pas fait pour sauver l'autre, c'est-à-dire que, alors oui, il y a des moments qui sont difficiles et on doit être là pour l'autre, mais par contre, on ne peut pas être dans la relation uniquement pour sauver l'autre. En plus, ce qui va se passer, c'est que, alors soit cette personne ne veut pas être sauvée, n'a pas besoin d'être sauvée, elle ne veut pas changer, donc du coup, on court après quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc soit on va se lasser, soit on va se sentir un peu aussi humilié, un peu déshonoré aussi, le fait de ne pas être écouté, le fait de ne pas avoir du pouvoir en fait sur sa condition. Soit à un moment donné, ça va se retourner un peu contre nous parce que cette personne veut être sauvée mais elle ne fait rien et va mettre toute la responsabilité sur vous. Et ça va créer un peu cet ordre, c'est ce qu'on appelle le triangle de Cartman, mais vous allez plus devenir sauveur, mais vous allez devenir vous allez devenir victime et ça va tourner encore et encore. C'est une relation qui est vouée à l'échec parce que si la personne est constamment dans « je veux sauver l'autre », alors si elle réussit, elle voudra malheureusement sauver quelqu'un d'autre. Donc elle va avoir tendance à partir parce que si l'amour est égal je sauve l'autre, j'aide l'autre, si la personne est sauvée, je n'ai plus d'amour entre guillemets à donner. Ce n'est plus de l'amour. Donc je vais aimer et je vais donc sauver quelqu'un d'autre. Et si par ailleurs cette personne en face de moi ne veut pas être sauvée, je vais constamment être en perpétuel combat avec cette personne et avec moi-même parce que je vais tenter d'aider quelqu'un qui ne veut pas l'être. Et bon, forcément, ça tourne dans le triangle de Cartman, on devient victime, on devient ensuite persécuteur et ça détruit une relation. La dernière croyance, qui n'est pas des moindres, c'est l'amour est sans conflit. Alors ça, je l'entends beaucoup. C'est les personnes qui ont du mal en fait à dire non, qui ont du mal à s'affirmer et qui ont du mal à se dire ok, le conflit peut être profitable. C'est aussi des personnes qui ont grandi peut-être avec énormément de disputes dans leur quotidien, dans leur environnement familial, et qui du coup perçoivent la dispute, entre guillemets le conflit, comme quelque chose de très violent, comme quelque chose de fataliste, donc comme quelque chose de vraiment de néfaste pour la relation, comme quelque chose de violent et qui fait du mal et qui sert pas du tout la relation. Alors ce qu'on entend par conflit, c'est pas du tout de la violence, de vraiment des disputes avec des cris, etc. Au contraire, c'est simplement une conversation constructive. C'est-à-dire ces deux personnes qui de base n'ont pas le même avis et qui donnent leur avis en discutant et en les opposant. Pourquoi c'est utile ? Tout simplement parce que c'est à travers le conflit aussi que vous apprenez la discussion, à travers le conflit de la discussion, que vous apprenez à comprendre l'autre, que vous apprenez à connaître l'autre et que vous travaillez sur comment je réponds aux besoins de l'autre, comment je comprends la vision de l'autre et comment on crée cette entité de couple tous les deux. À la fin d'un conflit, il faut que les voix en fait se réduisent et qu'on arrive à trouver un terrain d'entente. La fin du conflit doit servir à trouver un compromis où tous les deux, on ne se sacrifie pas, mais en même temps, on fait un compromis pour répondre aux besoins de l'autre. C'est à ça que ça sert un conflit, c'est améliorer la situation et pas l'envenimer. Et c'est pas juste pour cracher ce que j'ai à dire et après repartir. Au contraire, ça doit servir à quelque chose de constructif à la fin et à quelque chose qui va nous permettre d'évoluer ensemble et donc d'être satisfait de la condition qu'on va créer ensemble. Le problème ici, c'est que lorsqu'on évite les conflits, lorsqu'on ne veut pas aller en conflit, on a tendance à tout le temps être dans le compromis pour l'autre. C'est-à-dire, ça peut être des choses du quotidien et ça peut être des choses qui sont plus véraces, plus fortes, mais dans le quotidien, ça peut se traduire tout simplement par « Ok, moi je veux telle décoration », ah bah non, moi je veux pas, ok, bon bah fais comme tu veux, bon je te laisse choisir. Voilà, ça peut être dans le choix du repas. Donc toi tu veux manger ça, bon bah ok, on mange ce que tu veux. Ça peut être tout le temps, en fait, ok, fais ce que tu veux, je dis oui, je fais des compromis parce que j'ai pas envie de rentrer en confrontation et moi ça me paraît volatile comme conflit, ça me paraît pas important, donc j'ai pas envie de rentrer en contradiction avec toi. Et en fait, à force de faire des compromis, à la fin,
je vais péter un câble. À la fin, je vais exploser parce que j'ai beaucoup trop pris sur moi. Et en fait, il va y avoir un espèce de revirement de situation où je vais avoir envie et besoin de ma liberté. L'être humain a besoin de sa liberté et si tu passes 15 ans dans le compromis à toujours dire oui à l'autre, ne rien dire, pas exprimer ses émotions, pas exprimer ses besoins, toujours être dans le « ok d'accord, si tu veux, ok d'accord, on fait comme tu veux, d'accord, ne t'énerve pas, d'accord, on passe à autre chose ». Et en fait, emmagasiner tous tes besoins à l'intérieur, il va y avoir un moment donné où forcément tu vas avoir envie d'exprimer et de relâcher. Et ce moment, il est souvent trop tard parce qu'il est tout le temps en pris. En fait, il est extrêmement en pris d'émotions. Et quand tu vas vouloir te réaffirmer au sein du couple, quand tu vas vouloir réaffirmer ta liberté, ton identité, tu vas le faire de manière agressive envers l'autre. Donc, non, moi, je veux manger ça et puis c'est comme ça. Tu veux tout le temps décider, maintenant, c'est à moi. Ou maintenant, on fait tout le temps comme tu veux, ça y est, j'en ai marre. Et en fait, ça va devenir agressif pour la personne qui est en face. Et du coup, ça va être conflictuel, mais pas productif parce qu'il va y avoir trop d'émotions mises en jeu. Donc en fait, le meilleur moyen, finalement, c'est d'accepter que le conflit fait partie du couple. Et donc, c'est ça qui va vous permettre d'améliorer votre couple, votre construction du couple, et qui va vous permettre de vous sentir complètement vous au sein du couple, qui va vous permettre d'affirmer votre identité et qui va vous permettre aussi de plus connecter à l'autre. Si je discute avec l'autre, je connecte mieux avec l'autre parce que je sais ce qu'elle pense, je sais comment elle interprète, je sais quelles sont ses blessures, je sais quelle est sa compréhension, je sais qu'est-ce que je ne dois pas prendre personnellement, qu'est-ce qu'elle fait parce qu'elle est stressée ou anxieuse ou anxieux, peu importe si c'est une femme ou un homme. Tout ce que je dis est valable autant pour les hommes que pour les femmes. Donc, ça m'amène à la compréhension de l'autre et donc à la compréhension de moi-même et à ne pas prendre les choses personnellement. La solution ici, c'est bien évidemment de pas générer des conflits, mais de toujours chercher à s'exprimer et à avoir des discussions pour comprendre l'autre, pour trouver une solution, des compromis, pour construire quelque chose, votre identité à vous, votre compréhension du monde, à tous les deux. Voici les 5 croyances qui vous empêchent d'être heureux en couple. Bien évidemment, dans chaque circonstance, dans chaque croyance, il y a toujours un équilibre à trouver. Et finalement, le plus dur, il est là. Même dans notre propre développement personnel, toujours le plus dur à trouver, c'est l'équilibre. Il y a toujours un équilibre, rien n'est blanc, rien n'est noir, mais il y a toujours un entre-deux qu'il faut voir et constamment surtout ajuster. Et c'est pas facile, ça demande du travail, mais ça demande aussi surtout de la conscience. Donc d'avoir mis de la conscience sur vos croyances vous aide à les changer. Je rappelle aussi que vous pouvez vous faire accompagner individuellement. Une personne qui évolue dans sa manière de penser, dans ses blessures émotionnelles, dans ses propres croyances, va forcément amener une dynamique différente dans le couple. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère qu'il vous a permis de voir les choses beaucoup plus claires. N'hésitez pas à donner votre avis sur Apple Podcast, à mettre un commentaire. Ça fera référencer beaucoup plus haut le podcast et permettre aussi à d'autres personnes de le découvrir. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.